Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre confiance, merci de votre soutien également, parce que nous recevons des messages qui sont largement positifs. Donc on va continuer cette émission, quoi qu'on en dise. J'ai l'honneur de la co-animer avec Mike Irask. Bonsoir Mike. Bonsoir Eddy, merci. Merci de votre présence Mike. Parfois c'est difficile, mais pas pour moi évidemment, et pour nos invités. Ce soir, nous avons un vrai scoop. Vous savez que ça fait longtemps qu'on voulait l'avoir sur notre plateau. Le maire de Fort-de-France, qui est avec nous, Didier Laguerre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Et bonsoir Eddy Marajo, bonsoir Mike Irask, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission. Et merci d'abord à vous de m'avoir invité après... si longtemps. Ben vous savez que vous aviez un agenda un peu chargé et on le comprend. J'ai toujours un agenda un peu chargé. Ça c'est pas allégé. Mais ça ne va pas s'arranger apparemment, puisqu'il semblerait que vous soyez candidat aux élections municipales à Fort-de-France de manière officielle cette fois-là. Mais on en parlera dans quelques minutes. Bon, on va évacuer les sujets difficiles. Bien évidemment, est terminé. Excusez-moi de casser l'ambiance, monsieur. Mike avait probablement des questions à vous poser sur une icône de la jeunesse martiniquaise dont nous avons traité au cours des 2 dernières émissions. L'une avec un sociologue, l'autre avec un syndicaliste policier. Donc, comme dans les 2 cas, vous avez été cité, pas mis en cause de manière forte, mais cité simplement, on s'est dit que vous souhaiteriez quand même apporter un éclairage sur le cas Kalash. Question de Mike Irask. Alors, la polémique avec Oussan Guillemet qui a entouré le tournage du clip Mada de Kalash à Fort-de-France sur l'avenue Maurice Bishop à Sainte-Thérèse, cette polémique, vous en pensez quoi avec ce mince recul de quelques jours? Non, je pense que on a fait beaucoup de bruit par rapport à l'autorisation qui a été donnée au tournage du clip, et quand on regarde les images du clip, que certains partagent, que d'autres pas, et on peut se prononcer sur le contenu. Mais en réalité, on se rend compte que les images et les débats et discussions qui ont lieu par rapport au clip et au contenu du clip n'ont plus rien à voir avec les conditions du tournage du clip. Et je ne regrette pas d'avoir donné cette autorisation, d'avoir encadré, justement, peut-être pas suffisamment, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec les représentants des policiers, avec le collectif des Rubans Rouges, sur comment, dans ce genre de situation, comment renforcer le dispositif de cadrage qui permette d'avoir un tournage de clip qui se réalise sur l'espace public dans des conditions de sécurité, de respect des règles, qui soient optimales, sans avoir à porter de jugement sur le contenu de l'expression artistique. Ok, donc si vous ne regrettez pas d'avoir donné l'autorisation de tournage, est-ce qu'il y a des éléments relatifs à ce clip, à son tournage, ou après son tournage, que vous, néanmoins, vous déplorez? Non, ce que moi, l'analyse que je fais de ce clip, c'est qu'il a fait beaucoup de bruit. L'artiste s'est organisé aussi pour que ça fasse le buzz et que ça soit particulièrement médiatisé. Ce sont des images et c'est un clip qui donne une certaine vision de la Martinique, d'une certaine réalité en Martinique, et qui a le mérite de poser un débat, une discussion sur cette partie de la jeunesse, et pas que des jeunes d'ailleurs, parce qu'on a tendance à dire les jeunes, mais ce ne sont pas forcément que des jeunes au sens classe d'âge du terme, mais sur une partie de la Martinique et une certaine réalité de la Martinique avec laquelle on doit pouvoir dialoguer, échanger, discuter, qu'on doit prendre en compte, on doit entendre cette forme d'expression de revendication, d'inégalité également, de misère, et il faut la prendre en compte, il faut discuter avec
avec ces gens-là, avec ces Martiniquais-là, parce que ce sont des Martiniquais, ce sont nos enfants aussi. Ouais. Et il faut donc pouvoir entrer en interaction avec eux et surtout ne pas leur donner le sentiment de rejet, ce qui conduirait au durcissement et à la radicalisation des échanges qu'on a. Maintenant, j'entends aussi les problématiques posées par les policiers. Vous avez fait allusion à un policier qui s'est très largement exprimé sur le sujet. Et qui n'a pas du tout, enfin on l'entend évidemment au début et à la fin du clip en question, et qui n'a pas du tout la même lecture et la même description que vous de ce qui se serait ou pas passé sur ce tournage. Enfin, je ne vais pas vous rappeler tous les propos tenus par mais je n'ai pas, mais j'ai rencontré Louise Berthet au lendemain du tournage. On a discuté, on s'est rencontrés dans une séance du collectif des Rubans Rouges avec d'autres collègues à lui, avec des habitants, et on a débattu, on a discuté des conditions de ce tournage, des conditions de cette autorisation, on a débattu des problématiques qui se posent, et j'en reviens à ce que je disais, ça ne remet pas en cause la problématique de la sécurité sur le territoire de la Martinique, de l'insuffisance notoire et caractérisée du soutien des forces de l'ordre, de leur effectif, de leurs moyens matériels d'exercice, de leur profession et donc de la sécurisation. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'accompagner les policiers et les forces de l'ordre d'une façon générale sur ces problématiques-là. Alors, avant de céder la parole à Eddy Marajou, je sens qu'il commence à trépigner. Je voulais vous interroger de manière peut-être un peu plus technique, entre guillemets, sur ce clip. J'ai sous les yeux le communiqué que vous avez fait sortir le 18 septembre dernier, et il y a certains éléments dans le texte du communiqué qui m'ont un petit peu interpellé. Par exemple, j'ai été surpris d'apprendre que c'était, je cite ce qui est écrit en substance, que c'est la société de production relative à Kalash et au tournage de ce clip qui devait assurer le respect du code de la route et du code pénal. C'est ce qui est écrit, que l'arrêté municipal stipulait le respect par le producteur du code de la route et du code pénal. Bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire que... ça ne relève pas de la police municipale ou... Non. Je donne une autorisation d'utilisation du domaine public sur une portion donnée, sur une portion de Bishop en l'occurrence, s'intéresse. Et donc, dans le cadre de cette autorisation sur l'espace qui a été mis à la disposition de la société de production, elle doit assurer les règles de sécurité, elle doit assumer ses responsabilités du respect du code pénal, du respect des règles concernées. En amont de ce qui se passe sur la portion concernée par le tournage, la société doit se conformer à la réglementation en vigueur. Et donc il ne faut pas mélanger les deux. Non, c'est-à-dire que naïvement peut-être, je supposais que ce type d'obligation de respect de tel ou tel code incombait aux forces de sécurité et de police, quoi, en fait. L'autorisation, vous la donnez conformément au respect du code de la route, du code pénal, etc., etc. Donc des règles qui s'appliquent. Cette autorisation, vous la donnez sur l'utilisation du domaine public. C'est comme quand j'autorise une conce. Sortons de ce cadre-là. J'autorise une conce sur le domaine public, une conce automobile ou une conce cycliste ou peu importe. L'organisateur doit se conformer dans le cadre de la concession qui lui est faite de l'utilisation du domaine public aux différentes obligations légales qui lui incombent. Donc c'est ça que veut dire le communiqué. Et en particulier, en l'occurrence sur le clip, j'avais exigé qu'on n'exhibe pas d'armes, qu'on n'exhibe pas de drogue et d'alcool. Il n'y en a pas dans le clip en tout cas des armes. Il y a bien des choses, mais pas ça. Mais pas ça. D'accord, merci. Mais je n'ai pas, moi, à imposer à la société qui tourne le clip et à l'artiste quel qu'il soit qui tourne le clip les conditions et les images qu'il produit. Je lui impose par contre sur le domaine public qui lui est concédé pendant une période donnée le respect d'un certain nombre de règles. Il semble bien que Kalash soit proche de vous, en tout cas il le proclame et il dit qu'il est votre ami, que vous êtes son ami. Est-ce que vous êtes l'ami de Kalash ? Je ne suis pas l'ami de Kalash puisque je suis l'ami d'autres artistes. J'ai eu des relations avec lui, j'ai des relations avec lui dans le cadre professionnel, dans le cadre de l'organisation d'un certain nombre de manifestations, de concerts, etc. Et j'ai eu l'occasion de lui apporter le soutien de la ville pour lui permettre de réaliser un certain nombre d'opérations. Mais on a l'impression qu'il veut vraiment être votre pote parce que
il vous a un peu sollicité pour le soutenir lors d'un procès. Vous vous rappelez de ça? Oui. Et vous avez écrit une lettre qui a été lue à la barre, et ça lui a peut-être évité des ennuis judiciaires plus importants. Vous diriez quoi? Qu'il tire un peu trop sur la corde, ou bien que c'est normal? Non, pas du tout. Il avait une affaire qui était en cours. Il a demandé au maire de Fort-de-France. Non, mais à quel titre? Il a demandé au maire de Fort-de-France, je vais vous dire. Oui. Il a demandé au maire de Fort-de-France de dire dans quelles conditions il s'est produit sur la savane et comment les choses se sont passées. Et c'est donc ce que j'ai produit. D'accord. Tout simplement. Mais bon, ça vous met pas dans l'embarras, parce que bon, le jour où moi je serai dans l'embarras, peut-être que je vais vous demander de m'écrire une lettre, vous allez peut-être... Ça dépend, ça dépend du contenu que vous me demandez, que ce soit Dimaraj ou Mike Iras ou quelqu'un d'autre. Parce que Mike peut avoir des soucis sur la route. Mike peut avoir des soucis sur la route. Oui. Mike peut me demander... Ou bousculer un policier, par exemple. Mike peut me demander de témoigner... Vous me souhaitez un destin bien particulier. Mike peut me demander de témoigner des conditions dans lesquelles j'ai eu à le rencontrer, à le côtoyer, et Alors, je vous pose la question. Des conditions dans lesquelles j'ai eu à interagir avec lui. Ça, je peux le faire. Maintenant, je ne vais pas aller dire que X, Y ou Z est comme ci ou comme ça en dehors du cadre dans lequel j'ai eu à tous les gens qui ont des problèmes lui. judiciaires sont prévenus. C'est pas la peine d'écrire au maire de Fort-de-France. C'est seulement si ça s'est bien passé dans telle ou telle condition. Je ne peux témoigner que des relations que j'ai pu avoir avec quelqu'un. Je ne peux pas témoigner, je ne peux pas certifier que cette personne est comme ci ou comme ça en dehors du cadre dans lequel j'ai eu à rencontrer ou à travailler avec cette personne. On est là pour vous poser des questions, parce que déjà, il y a des gens qui nous demandent des explications. Et ma question, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, ça va pas aller trop loin? Parce qu'on a bien l'impression que cette amitié revendiquée peut vous poser des problèmes, ne serait-ce qu'avec votre électorat. Parce que vous avez un électorat populaire. On a regardé un petit peu les résultats. Moi, j'ai regardé un petit peu les intentions de vote. Et puis, l'identification, on va dire, du profil type de l'électeur foyalais. C'est pas un type qui a entre 18 et 25 ans. Hein. Très clairement, ce sont des gens qui, dans leur majorité, évidemment les jeunes votent, mais dans leur majorité, les électeurs foyalais ont plus de 50 ans. Est-ce que vous pensez qu'il y a pu avoir un impact sur l'électorat foyalais de plus de 50 ans avec cette histoire? Est-ce que ça les a choqués, par exemple? Je pense que ça peut interpeller. Mais moi, la réponse que je vais vous faire, c'est est-ce que le maire de Fort-de-France, que je suis, ne va travailler que par rapport à la problématique de l'électorat. On a une problématique jeunesse en Martinique. On a une problématique avec une partie de la population martiniquaise qui s'identifie à certaines pratiques et qui est confrontée à un certain nombre de difficultés. Que cette population-là vote ou pas, que cette population-là fasse partie de l'électorat, de mon électorat ou pas, je me dois de travailler pour elle. Je me dois de travailler à l'accompagner et à aider à trouver des solutions. Mais vous le faites, hein? Mais c'est exactement ce que je fais. Vous faites. Moi, je regarde. Je regarde ce que vous faites. Et donc, je vais travailler avec l'artiste Kalash, je vais travailler avec d'autres artistes, je vais travailler à faire en sorte que on puisse déconstruire ce que moi j'appelle la déconstruction du modèle bad boy avec un certain nombre de sociologues avec parce que la scène de la fin où il y a les colliers je prendrai un exemple oui, c'est pas de la déconstruction ça je prendrai un exemple le concert de Kalash qui a lieu sur la savane. Il y a 2 ans, c'est ça, à peu près. Il y a 2-3 ans. 2-3 ans. Concert de Kalash qui a lieu sur la savane, concert gratuit qui est donné sur la savane. Avant, on a eu à discuter, j'ai eu à discuter avec lui du contenu des messages qui sont passés. Et avant le début du concert, vous avez un artiste, en l'occurrence Dadipline, avec qui je travaille aussi, qui a passé un certain nombre de messages aux personnes qui étaient là, aux jeunes et moins jeunes qui étaient là. Parce que je rappelle, pour ceux qui ont oublié ou pour ceux qui n'ont pas assisté à ce concert, je rappelle que dans l'assistance, dans les 30 000 personnes qui étaient sur la savane, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des moins jeunes, j'ai vu des très jeunes, j'ai vu des parents avec leurs enfants, j'ai vu des grands-parents avec leurs petits-enfants. Donc il y a un nécessaire dialogue à avoir, non pas dans l'objectif d'un bénéfice électoral, mais dans l'objectif d'une amélioration du fonctionnement de notre société, dans l'objectif de la réponse à un certain nombre de problématiques.
Et c'est le travail que je tâche de mener, qui est pas... Même si la cohabitation dans certains quartiers est difficile entre ces groupes-là. Même si la cohabitation dans certains quartiers est difficile, mais lorsque je vais mettre en place des conseils foyalais, lorsque je vais tâcher de réunir justement l'ensemble des acteurs du quartier, il ne s'agit pas pour moi de stigmatiser ou de repousser une partie des habitants du quartier parce qu'ils posent problème. Au contraire, il s'agit de trouver les voies et moyens d'amener les uns et les autres à comprendre les problématiques. Et est-ce que ce dialogue-là fonctionne? Ce dialogue-là se construit progressivement. Je ne vais pas vous dire que ce dialogue fonctionne et que tout va bien, non. Mais ce dialogue se construit justement à travers les différentes actions et politiques que nous mettons en œuvre en direction des jeunes, en direction des moins jeunes, en direction des aînés. Ouais. Mais surtout pas dans une visée de résultats électoraux. Sinon, je ne travaillerai, si je suis ce que vous dites là, je ne travaillerai que pour les plus de 50 ans. Ça veut dire que pour le maire de Fort-de-France que vous êtes, le tournage de ce clip ne constitue pas, il n'y aura pas un avant, un après tournage de Mada. Et que quel que soit, ce que ça pourrait vous coûter électoralement, et on sait qu'il y a attendez, il y a une élection là dans quelques mois, que quel que soit ce que ça pourrait vous coûter d'un point de vue électoral, vous allez maintenir ce que vous développez là, c'est-à-dire le dialogue intergénérationnel, etc. Absolument. Okay. Ça veut dire que le clip de Kalash est on va dire l'élément qui stigmatise et qui permet d'ouvrir le débat. Ça veut dire que je vais continuer à travailler à un dialogue entre les générations. Oui, je vais continuer à œuvrer pour accompagner une partie des Martiniquaises et des Martiniquais qui rencontrent des difficultés dans la société, qui rencontrent des difficultés, y compris de relations avec le système, comme on va l'appeler, de fonctionnement de notre société. Parce que c'est fondamental pour permettre justement à cette société de se développer et d'apporter des motifs d'espérance et des motifs d'intégration à l'ensemble des acteurs. Sinon, on va très rapidement se retrouver dans un système complètement sclérosé de groupes, de castes, et au final, on va se retrouver avec une société qui aura du mal à faire corps. Et on aura du mal à faire peuple. Donc, on a des problèmes en Martinique, on a des problèmes de violence. Il faut accompagner les forces de l'ordre. Il faut accompagner ceux qui sont enclins à s'adonner à la violence et à un certain nombre de dérives. Il faut les accompagner, il faut leur permettre de prendre conscience de l'erreur. Puisque nous considérons qu'ils sont dans l'erreur, il faut les amener à prendre conscience du fait qu'ils sont dans l'erreur. Il faut les accompagner par le dialogue, il faut les accompagner par le conseil des droits et devoirs des familles qu'on a mis en place, par exemple. Il faut les accompagner par des actions d'insertion, il faut les accompagner en matière culturelle pour permettre aussi l'expression de ce qu'on appelle aujourd'hui les cultures urbaines, de façon à ce que chacun puisse au final progressivement trouver sa place dans la société martiniquaise. Alors, au-delà de Kalash, parce que c'est plutôt le symbole, plusieurs de nos interlocuteurs et les observateurs médias stigmatisent probablement davantage le cœur du débat, qui est la violence liée au trafic de drogue. Oui. Voilà. Donc là, vous venez de l'évoquer. Nos interlocuteurs précédents disent c'est trop tard. Pour, on va dire, les plus âgés. Par contre, il y a un espoir fabuleux si on prend en compte les jeunes, les très jeunes, les enfants, et qu'on les réinsère dans le circuit social normal et qu'on ne les stigmatise pas, vous l'avez évoqué, si on ne les repousse pas, si on ne les laisse pas tomber, je vais aller vite. Est-ce qu'aujourd'hui, la ville de Fort-de-France a des actions qui vont dans ce sens-là, et lesquelles ? Oui, on a des actions qui vont dans le sens de l'accompagnement des plus jeunes, mais aussi des autres. Parce que dire c'est trop tard, donc on les laisse tomber. Non, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Il parle plutôt de l'avenir. Je ne parle pas de jugement, mais c'est trop tard pour. Non, il n'est jamais trop tard pour. Et de là où je suis bien placé pour vous dire que je rencontre des gens qui ont passé des années dans la rue, dans des trafics et dans la délinquance. Et on peut encore les sauver. Et qui souhaitent en sortir.
et qui ont besoin d'un accompagnement pour en sortir. Il faut pouvoir leur donner cet accompagnement et ne pas considérer que c'est trop tard. Mais il faut aussi travailler sur les plus jeunes. C'est pour ça qu'on a mis en place sur le territoire de Fort-de-France un dispositif de déconstruction du modèle bad boy. J'y reviens, avec des sociologues, avec des psychologues, avec des artistes, avec des médias qui travaillent avec les plus jeunes pour les amener à prendre conscience de la différence entre la réalité virtuelle des clips, des chansons, etc. et la réalité de la vie, le fonctionnement et la nécessité d'avoir des règles et la nécessité aussi de s'interroger sur eux-mêmes, sur leur comportement, sur leurs actions et sur ce qui les pousse à agir comme ça. Et ce sont des expériences qui sont menées. Avec succès. Comment vous pouvez arriver à évaluer ou à quantifier le succès de ce travail-là? Il vous rapporte pas les armes à la mairie. Non, il ne s'agit pas de qui rapporte les armes à la mairie, surtout pas. Je vais évaluer ce succès quand, par exemple, je vais assister à une conférence avec ces jeunes dans le Grand Carbet et où on va rendre compte de l'expérience qui est menée et où à la fin vous avez une jeune qui a eu un certain nombre de comportements déviants qui va exprimer le fait qu'elle a pris conscience à travers ces ateliers qui ont été menés que son comportement déviant avait pour origine la nécessité d'ouverture d'un dialogue avec ses parents et qu'elle a pris conscience que plutôt que de chercher à les interpeller à travers cette déviance-là et qu'il valait mieux qu'elle ouvre directement et franchement la discussion avec eux. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que ce travail a produit ses effets. Alors c'est clair que compte tenu on va dire de l'importance du travail qu'il y a à faire, c'est clair qu'on a encore du chemin à faire. Mais il y a aussi un travail à faire au niveau des médias. Il y a aussi un travail à faire au niveau des médias. On n'a pas encore réussi à caler les choses. Il y a un travail à faire au niveau des médias, au niveau des messages qui sont diffusés. Par les clips notamment. Par les clips, par la musique et l'absence. L'absence, si vous voulez, de messages d'explication, de messages de décryptage. De décryptage, voilà l'expression, qui permet aux jeunes de se situer différemment. Il y a un travail à faire donc il y a un travail d'éducation à faire, il y a un travail à faire aussi vis-à-vis des réseaux sociaux et de l'impact que les réseaux sociaux ont. Alors je ne dis pas que la ville de Fort-de-France est la seule. Qui va faire tous ces travaux-là? La ville de Fort-de-France ne peut pas être la seule à faire ça. C'est vraiment une responsabilité partagée. Éducation, et quand je parle éducation, je parle éducation nationale qui met en œuvre un certain nombre d'actions. Police, par exemple, on travaille avec la police qui vient intervenir dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre d'ateliers pour parler, pour discuter, pour expliquer un certain nombre de choses à ces jeunes. Et donc ce travail-là, il est à faire de façon partagée. C'est une responsabilité sociétale, c'est pas une responsabilité de une personne de X, Y ou Z, du maire de Fort-de-France, du président de ci ou de ça. Non, c'est une responsabilité partagée. Et il y a vraiment à construire un autre regard et un autre mode d'échange avec la génération qui arrive. Et je conclurai sur ça. Vous avez évoqué les problématiques de trafic de stupéfiants et de trafic d'armes. Parce qu'ils sont liés et le trafic d'armes est devenu un trafic organisé sur le territoire de la Martinique. Et donc là aussi, il y a un travail important à faire avec la justice, avec l'État, pour contrôler ce trafic de stupéfiants et ce trafic d'armes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens qui nous permettent de contrôler le trafic de cocaïne, notamment en direction de l'Europe. Mais on n'a pas les moyens de contrôler le trafic en direction du territoire local et son corollaire, le trafic d'armes. Et ça entraîne une augmentation des problématiques de violence et des problématiques d'économie parallèle et de déviance sur le territoire martiniquais, pas que sur le territoire foyalais. Alors, avant qu'on ne passe au segment des élections municipales, j'avais juste une question. Vous avez au moins un point commun avec Kalash. C'est la revendication et peut-être l'amour du drapeau rouge-vert-noir. Alors, ça fait quelques jours que je ne suis pas passé par là. Mais finalement, est-ce qu'il flotte au stade Pierre-Aliquer à Dillon, ce drapeau rouge-vert-noir? Non, pourquoi particulièrement au stade Pierre-Aliquer? Parce que vous l'aviez annoncé il y a quelques mois. J'ai annoncé et j'ai pris une délibération pour dire que ce drapeau, que le conseil municipal autorisait le déploiement de ce drapeau sur des bâtiments municipaux. Il flotte sur un bâtiment municipal. Et vous aviez nommé à plusieurs reprises. J'ai dit que ça pourrait se faire au stade Pierre-Aliquer. Mais il a été exposé, il a été affiché au stade Pierre-Aliquer. Mais il flotte
sur un bâtiment municipal. Lequel? Sur l'espace culturel qui se trouve à Bocanal, l'ex-école Marcel Placide. Effectivement, je confirme. Le maire que je suis était à la levée de ce drapeau et à la manifestation, à la cérémonie de levée de ce drapeau à l'initiative de Tambour Bocanal. Est-il prévu qu'il flotte ailleurs? Il flottera ailleurs lorsque le moment sera venu. C'est-à-dire? Lorsque on jugera utile de le faire flotter ailleurs, il n'y a pas Parce qu'en février dernier, quand la délibération a été prise au niveau du conseil municipal par la majorité, par l'opposition, vous aviez été plus précis. Vous aviez parlé à l'époque de mars, d'avril, etc. Non, pas du tout, non. Si, non. J'ai dit qu'il flotterait dans les mois qui viennent. Il y a les écrits, les audios restent. Donc oui, vous aviez donné ces mois-là. Donc finalement, il flotte à Bocanal, et pour l'avenir, on ne sait pas encore. Il flottera au stade, il flottera ailleurs au gré de la nécessité. Et il y a des gens au conseil municipal qui finalement se sont révélés hostiles à ça, parce que j'ai cru comprendre que c'était à l'unanimité. Oui, ça a été voté à l'unanimité. Et qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. On entend des gens dire... Il y a toujours, vous savez, dans ces problématiques-là, il y a toujours des gens qui se posent la question, oui, mais est-ce que ça n'aura pas un impact sur l'électorat? Est-ce que si, est-ce que ça, mais quel est etc. le problème avec ce drapeau? Au fait, petite parenthèse, c'est pas vous qui avez fourni tous les drapeaux qu'il y a dans le clip de Kalash. Parce qu'il y en a un paquet. Il y en a un paquet, oui. Mais il y en a un paquet, mais il y a un paquet de drapeaux dans le clip de Kalash, il y a un paquet de drapeaux dans beaucoup de manifestations, il y a un paquet de drapeaux. Ce qui est important. Eux, ils n'ont pas peur de l'arborer. Ce qui est important. On a l'impression que la municipalité de Fort-de-France a un peu peur de l'arborer. La municipalité de Fort-de-France n'a pas peur de l'arborer ou de quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est que les gens s'approprient ce drapeau en toutes circonstances. Que le peuple martiniquais. Mais vous servez de modèle. S'approprie ce drapeau en toutes circonstances. Et c'est ça qui fera qu'à un moment donné, on va sortir du drapeau de X, Y, Z, du drapeau de tel ou tel parti, pour passer au statut de drapeau martiniquais. Vous savez qu'on ne va pas vous louper sur ça. Mike et moi, on s'est renseigné. Il y a des gens dans les plus hautes sphères de votre parti qui disent non. Vous dites oui, mais attendez, je vais plus loin. J'attends qu'il y ait pour rebondir, on commence à s'échauffer là un peu. Ouais. Donc non seulement ils disent non, mais vous dites oui, et puis vous allez plus loin en plus, parce que ce drapeau c'est quand même un symbole. Et quand on va plus loin, qu'on cherche, on sait très bien qu'il est né dans les geôles françaises. Alors ça c'est le discours un peu Lojam, etc. de Lojam, etc. Et vous allez plus loin, parce que chaque fois, j'aime bien vous interroger dessus pour voir si ça n'a pas évolué. Vous dites, oui, et moi, je suis pas loin de penser que l'indépendance de la Martinique est plutôt une chose positive à laquelle je crois. Et ce clivage-là existe encore. Ça vous pose un problème, hein? Non, pas du tout. Au contraire. Je vous le dis. Oui. Je vous le dis en toute franchise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez, vous, le dire très clairement, et vous le faites. Et d'ailleurs, peut-être que vous allez le refaire là, maintenant. Suspense. Non. Pourquoi la Martinique ne pourrait-elle pas être indépendante un jour? C'est pas la question que je vous pose. C'est la question que, à l'intérieur de votre parti, la question dans la gauche traditionnelle, les gens se posent. Pourquoi la Martinique ne pourrait-elle pas être indépendante un jour? La vraie question, c'est est-ce que la Martinique est prête à être indépendante aujourd'hui? Je vous dirais non. Oui, non, mais bon, ça c'est pas la question. La question, c'est est-ce que vous êtes un partisan de l'indépendance? Je ne suis pas un partisan de l'indépendance. Je dis que la Martinique peut être indépendante un jour. Elle peut aspirer à ça et que c'est légitime. Et ça ne vous gêne pas du tout? Et que ça ne me gêne pas que la Martinique puisse aspirer à l'indépendance et qu'on puisse imaginer. Mike, il l'a refait. Et que l'on puisse imaginer que la Martinique soit indépendante un jour. Ouais. Mais vous savez que ça a du mal à passer dans la gorge d'un certain nombre de vos camarades. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Vous n'avez vu personne s'étrangler? Non. Maintenant, moi je dis qu'aujourd'hui, ce qui est nécessaire à la Martinique, c'est pas de l'indépendance. Ce qui est nécessaire à la Martinique, c'est la responsabilité. Ce qui est nécessaire à la Martinique, c'est dans le cadre français dans lequel elle a choisi d'être, de pouvoir exercer et gérer au maximum ses propres affaires. Ce qui est important pour la Martinique, c'est de pouvoir avoir des lois de différenciation, comme celle qui a été votée sur l'indivision, pour prendre en compte une problématique qui nous est propre et qui, au final, lorsque vous discutez avec certains Français,
Vous vous rendez compte que j'ai reçu récemment une mission interministérielle. On a parlé sur les problématiques Agence des 50 pas et on a parlé de la loi d'indivision qui doit nous permettre d'avancer en termes de propriété et donc de transmission de patrimoine et qui me faisait remarquer qu'ils en avaient besoin aussi dans les campagnes françaises. Donc ce qui est important, c'est que nous soyons en capacité d'avoir une gestion au plus près des affaires martiniquaises, des problématiques martiniquaises. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et pour moi, ça s'appelle l'autonomie. Donc, très bien. Quand vous décidez, parce que c'est vous qui l'avez décidé en conseil municipal en février dernier, d'introduire cette question qui n'était pas à l'ordre du jour, du fait d'arborer éventuellement ce drapeau rouge, vert, noir, vous l'avez fait pourquoi précisément? Est-ce que c'est par rapport au scoop qui est dit à essayer de vous faire dire, est-ce que c'est une question que je vous pose, est-ce que c'est pour essayer en l'arborant ce drapeau, notamment à Fort-de-France, est-ce que c'est pour essayer d'activer ou de réactiver une forme de conscience nationale chez les Martiniquais? Oui, on a besoin en Martinique, de réfléchir à ces questions-là. On a besoin en Martinique de sortir de la société et de la tendance individualiste dans laquelle la société d'aujourd'hui nous enferme et nous amène. On a besoin de penser collectivement. On a besoin de réfléchir aux problèmes martiniquais autrement qu'à travers ses propres intérêts, mais en mettant en avant et en mettant en priorité l'intérêt martiniquais, l'intérêt général martiniquais. Et pour ça, il faut avoir un minimum conscience d'appartenir à une entité. Et il faut avoir conscience d'appartenir au peuple, à ce que moi j'appelle le peuple martiniquais. À une nation. Et donc aussi à une nation. Est-ce que pour vous, ce drapeau, c'est un drapeau national ou régional? Dans le cadre dans lequel nous nous trouvons actuellement, c'est un drapeau qui représente le drapeau rouge, vert, noir. Hein. Oui, on parle de ça. Le drapeau quatre lambis. Hein. Il y a 4 lambis. Il y a 4 lambis? Non, il y avait 4 serpents. Il y avait 4 serpents, mais il y a un seul lambi. Je sais pourquoi je parle du drapeau des 4 lambis. Aux 4 lambis. Ce qui est important, justement, c'est que ce drapeau permette aux Martiniquais de se rassembler autour d'un certain nombre de choses, permettre aux Martiniquais de réaliser, de prendre conscience et d'assumer le fait de constituer un groupe. Mais pour vous, Didier Laguerre, je vous pose la question à vous, même pas indépendamment du maire de Fort-de-France ou pas pour vous, le Martiniquais, qu'est-ce que ce drapeau représente? Est-ce que c'est un drapeau national, régional ou autre? Pour moi, ce que ce drapeau représente, c'est le fait d'être Martiniquais. D'accord. Et c'est incontestable. Je suis Martiniquais. Le mot national vous gêne? Non, le mot national... Ce serait un comble pour une figure du PPM comme vous. Le mot national ne me gêne pas, mais il faut savoir ce qu'on met derrière le mot national. Et justement, la notion de nation est une notion relativement large et relativement controversée. Et donc, quand on peut faire une émission, je suis d'accord pour qu'on fasse une émission autour des problématiques de nation. Qu'est-ce qu'on met derrière nation? Et il y a la nation au sens culturel, identité collective de culture, d'histoire, de sociologie, et puis il y a la nation État. Et lorsque vous mélangez tout ça, vous ouvrez la porte à des incompréhensions, voire à des conflits qui n'ont pas lieu d'être. La Martinique, pour vous, est dans quelle catégorie de nation alors? La Martinique est une nation au même titre que le Pays Basque en est une, que l'Alsace en est une, que l'Occitanie en est une, au même titre que la Bretagne en est une, etc. C'est-à-dire une entité avec une communauté de destin, une communauté d'histoire, une communauté de culture, de pratique, une communauté sociologique. Et cette nation ne se confond pas exclusivement avec une origine martinico-martiniquaise. Vous avez des gens qui viennent d'ailleurs, qui s'implantent, s'installent en Martinique et qui, au final, vivent martiniquais, se sentent martiniquais et appartiennent à ce groupe-là. C'est d'abord un groupe humain sur un territoire donné. En sachant que les Martiniquais sont eux-mêmes originaires pour la quasi-totalité d'entre eux. D'ailleurs, pour la quasi-totalité, oui. Oui, pour la quasi-totalité. Il y a finalement très peu de descendants des Amérindiens qui peuplaient la Martinique avant nous.
On continue à évacuer les affaires. Est-ce que vous apportez votre soutien le plus total à Elisabeth Landy dans le cadre des attaques dont elle est victime à longueur de blogs multiples et divers? Oui, tout à fait, oui. J'apporte mon soutien personnel, moral à Elisabeth Landy, elle le sait. Même quand elle est attaquée par des gens proches de la ville ou proches de... Je ne sais pas par qui elle est attaquée. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion quand vous dites qu'elle est attaquée par des gens proches de la ville. Mais quand elle est attaquée, comme l'ensemble des membres du conseil municipal, de la majorité, mais parfois même de l'opposition, si des membres de l'opposition sont attaqués injustement, je leur apporterai aussi mon soutien. Mais comme j'apporte aussi mon soutien à l'ensemble des membres de mon parti qui pourraient être attaqués de la sorte. Très bien. Alors, transition, fantastique. Vous avez un membre de votre parti qui a été attaqué brutalement, qui s'appelle Catherine Conconne. On vous a pas... Qui a été attaqué brutalement. Oui, il y a sur eu... Facebook, sur la Facebook, fameuse page... Vous vous rappelez? La fameuse page... Alors, on parle pas d'attaque, on parle pas d'intégrité physique. Non, mais bon, c'était violent quand même. Hein. Il y a eu une tribune sur un blog... qui s'appelle Révélation Martinique, page Facebook, qui très bizarrement était très proche du PPM aux alentours de 2015, enfin suite à qui très bizarrement et qui paradoxalement, on se demande d'ailleurs qui tient ce blog et paradoxalement qui aujourd'hui attaque un membre du PPM qui a réagi, Catherine Conconne qui a réagi. Alors ma question c'est est-ce que vous apportez votre soutien total et entier à Catherine Conconne? Sur les attaques dont elle a été victime, oui, j'ai apporté mon soutien à Catherine Conconne à partir du moment, oui, pas sans problème, pourquoi? Vous me voyez venir parce que j'ai l'impression... Pas sûr. Parce que quand on fait un millefeuille de cette espèce de multiplication d'attaques, vous semblez être finalement la cible finale, quoi. Parce que... Et effectivement, vous gardez une sérénité totale, mais comme on vous tient, Est-ce que vous pensez que finalement c'est après vous que tous ces gens en ont? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne dites pas non, hein. Je ne sais mais pas. Vous ne savez pas. Je ne sais pas si c'est après moi que tous ces gens en ont. Ce que je sais, c'est que la fonction que j'occupe, la proximité des élections municipales va forcément et fatalement déclencher un certain nombre d'attaques contre moi et indirectement contre les gens qui sont autour de moi. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie et vous connaissez la question classique. De la vie politique. À qui profite le crime? Je n'en sais rien. Mais vous vous posez la question ou pas? Oui, ça m'arrive de me poser la question, mais vous savez... vous avez une réponse? Je vais peut-être vous surprendre. Mais je passe entre 14 et 16 heures par jour à travailler sur les problématiques municipales. On va les aborder, ne vous inquiétez pas. Et très honnêtement, ça me laisse peu de temps pour me réfléchir à qui ça peut profiter, qui est derrière ça, etc. etc. Je me concentre beaucoup sur la tâche qui est la mienne à la mairie de Fort-de-France et à faire en sorte que nous puissions offrir le meilleur service public possible aux Martiniquaises et aux Martiniquais, pas qu'aux Fouillalaises, sur le territoire de la ville. Et puis, avec le peu d'expérience politique que j'ai... Votre peau est tannée maintenant, non, suffisamment épaisse. Non, je ne dirais pas que ma peau est tannée. Je dirais qu'avec le peu d'expérience politique que j'ai appris que ça fait partie de la vie politique. Ouais. Très bien. Question de Mike. Est-ce que ces différentes mises en cause, et Dina n'a pas évoqué la procédure judiciaire en cours contre le maire du Marin, Rodolphe Désiré, est-ce que ces différentes mises en cause et procédures judiciaires peuvent, je reviens à ma notion de coût électoral, peuvent avoir un coût électoral pour le PPM, donc pour vous, pour l'élection la plus proche, c'est-à-dire les municipales, quoi, très objectivement, quoi. Oui, très objectivement. Très objectivement, je ne pratique pas la langue de bois, je ne sais pas pratiquer. Ça serait bien, avec ce nom-là derrière vous, là. Je sais pas. Vous êtes au bon endroit. Je ne sais pas pratiquer la langue de bois. Oui, ça peut avoir un coût électoral. Si on n'explique pas, si on
ne soutient pas, si on n'est pas en capacité d'expliquer les choses et ce qui peut être reproché à X, Y ou Z, oui, ça peut avoir un coût électoral. Notre travail, notre mission, notre rôle, c'est aussi d'expliquer aux gens pour que justement il n'y ait pas de confusion et donc pas de coût électoral. Mais qui doit porter ces explications principalement? Les instances dirigeantes du parti ou les intéressés, les mises en cause? Non, les intéressés s'expriment, bien évidemment. Après, c'est un choix individuel. Mais l'ensemble du parti et des parties prenantes, l'ensemble des acteurs du parti doivent, et c'est ce que le parti fait d'ailleurs, systématiquement apporte des éléments d'explication. Et chaque fois que je suis interrogé, je veux dire, dans mes relations directes avec la population, j'apporte les éléments d'explication parce qu'il faut expliquer les choses aux gens pour qu'ils puissent les comprendre et pour qu'ils puissent faire la différence et qu'ils puissent se positionner. Faire leur avis, quoi. Alors, quand on examine de près la littérature de soutien ou de défense dans ces, entre guillemets, affaires, on entend chez vous une petite musique différente de celle des autres. Comme d'habitude d'ailleurs, parce que moi je vous suis depuis 2001, de manière très attentive, et vous dites, dès le début quoi. Il y a des mots qui sont intéressants parce que vous insistez surtout sur les leçons à en tirer. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pas un message que vous envoyez systématiquement en disant les mecs, si ça nous arrive, c'est peut-être que non, c'est pas ça. Non, surtout pas. On va dire que c'est l'enseignant qui ressort à chaque fois. Et qui dit quoi à ses... Je n'ai pas envie de dire ses élèves, mais à ceux qui l'écoutent. Il dit quoi dans cette petite musique? Qu'il faut tirer des leçons, des expériences. Mais oui, quand vous... Donc c'est pas le cas alors? Quand vous construisez, pourquoi? Quand vous construisez quelque chose, quand vous avancez dans la vie, d'une façon générale, vous devez avoir un moment de recul sur ce qui se passe, ce qui arrive, et tirer les leçons de ce qui arrive de façon à évoluer, de façon à avancer. Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce qu'il vous écoute? Mais oui, pourquoi? J'ai pas le sentiment, je n'ai pas, le pire c'est que je n'ai pas le sentiment que les choses dérapent ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Non, je suis désolé. La répétition. Quelle répétition? Régulière. Non, mais attendez, on vient d'évoquer un certain nombre de choses qui n'ont peut-être pas de lien entre elles, mais vous reconnaissez que ça peut avoir un impact négatif sur le succès, l'audience électorale du PPM. Il n'y a pas un moment où vous dites, bon, écoutez, et vous venez de le dire là, devant nous, vous venez de dire, les mecs, grosso modo, les choses qui nous arrivent, nous devons en tirer expérience. Et nous devons prendre du recul. Moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que les gens à qui vous dites ça... Non, je ne dis ça à personne. Vous me demandez... Non, mais... Vous me dites dans mon message, dans mon discours, voilà ce que vous interprétez. Je dis oui parce que je considère que lorsqu'on on gère, on analyse ce qui se passe et on doit tirer les leçons. On n'est pas trop loin de la langue de bois, mais c'est pas mal. Vous en sortez bien. Mais en tout cas, peut-être qu'après cette émission, ils vous écouteront. Non, encore une fois, il veut me faire donner des leçons à donner des leçons à qui que ce soit. Je ne donne de leçons à personne. Bon, ok, on continue. Le budget. Oui. Bon, alors vous êtes déjà revenu 105 fois dessus. Vous nous avez expliqué. Je pense que tout le monde a compris. Par contre, est-ce qu'on est bien d'accord que vous avez un budget finalisé, on va dire ça comme ça, qui comporte un déficit d'un peu plus de 50 millions d'euros? Est-ce que c'est officiel? Non. Toujours pas? Ah non. Non. J'ai un budget initial, donc qui a été adopté en déséquilibre par 50 millions d'euros. Et donc, ce budget a été de facto déféré à la Chambre régionale des comptes, dont j'attends le retour. Parce qu'il ne faut pas oublier la séquence. La Chambre a dit c'est 53 millions d'euros. C'est 56 millions, presque 57 millions d'euros. 57, le préfet a pris un arrêté après un certain nombre d'échanges avec la ville et a dit c'est 53 millions d'euros. D'accord. Donc mon chiffre n'est pas faux. Un peu plus de 50 millions d'euros. Ça, c'est le préfet qui dit ça. Ça, c'est le préfet qui dit ça. Et vous dites quoi? La ville a adopté son compte administratif, 22 millions d'euros de déficit. Donc pas 50.
et ensuite a adopté, en intégrant les résultats du compte administratif 2018, son budget primitif 2019 avec 40 et quelques millions d'euros de déséquilibre. Ouais. D'accord. Donc, compte tenu de ces éléments, le compte administratif et budget sont transférés à la Chambre régionale des comptes, qui analyse, fait ses correctifs et va nous faire un retour. Mais il est exécuté maintenant, aujourd'hui. ce que moi j'admets sans langue de bois, c'est que oui, le budget de la collectivité est déséquilibré. Oui, la collectivité a davantage de dépenses que de recettes. Ce qui, sur un plan légal, on est bien d'accord, sur un plan légal, n'est pas accepté. N'est pas tolérable. N'est pas tolérable, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas possible. C'est même légalement pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Donc la vraie question qui se pose derrière, c'est comment on corrige cette situation-là. Comment on rétablit cet équilibre sur le plan légal. Mais au-delà de la légalité, comment on fait en sorte concrètement. Concrètement. Là, c'est concrètement comment on fait, donc quel plan de retour à l'équilibre mettre en œuvre, quel accompagnement mettre en œuvre, comment, et après on peut discuter des raisons de ce déséquilibre, mais comment on corrige les recettes de la collectivité, comment on corrige ses dépenses, comment on ajuste ses recettes et ses dépenses, et comment au final on fait que la collectivité retrouve de la marge de manœuvre réelle. Alors, Mike a prononcé le mot élection municipale, ok? Oui. Je discutais avec des Foyalais dans la rue. Ils m'ont dit, notre maire, c'est un super-héros. Alors je leur dis, mais comment? Ils me disent, est-ce que vous avez déjà vu un candidat aux élections municipales aussi serein en ayant un budget déficitaire de plusieurs dizaines de millions d'euros? Il n'est pas déficitaire, il est déséquilibré. Bon, d'accord, on va jouer sur les mots. Non, c'est pas il est déséquilibré. Mais bon, il présente un déficit. Non. Il est déséquilibré. Non, le déficit, c'est après l'exécution. Oui, non, mais bon, bref. Allons pas jouer sur les mots. D'où tirez-vous cette sérénité totale? Parce que vous vous rendez compte, vous allez aux élections en disant, alors en permettant à vos opposants de jouer à fond la caisse là-dessus, mais surtout en disant à votre population, écoutez, on est dans une situation difficile et on a un budget déséquilibré. Ça veut dire en clair qu'on dépense plus qu'on ne rentre d'argent dans la mairie. Ça veut dire qu'on a plus à dépenser qu'on ne rentre d'argent. D'accord. Alors comment vous faites? Je travaille à corriger ça, je travaille à établir un plan de retour à l'équilibre, un plan d'accompagnement. Je travaille à faire entendre à l'État que si le budget est déséquilibré, c'est que parce que... c'est la faute de l'État? Non, faut pas dire ça. C'est pas politiquement correct. C'est parce qu'entre 2012 et 2017, la ville perd 24 millions d'euros de recettes. Oui, vous nous avez déjà expliqué ça. Mais oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute cette période-là, et notamment depuis 2015, tous les efforts de gestion qui ont été réalisés par la collectivité ont été absorbés par la diminution des recettes. Oui. Donc ça, c'est une première problématique. Deuxièmement, expliquer que structurellement, nous sommes sous-financés. Et ça commence à faire son chemin, puisqu'il est question de 54 millions d'euros de sous-financement des collectivités outre-mer, d'un rattrapage qui commencerait par le projet de loi de finances 2020 qui va être mis en discussion, sur lequel j'ai un certain nombre de choses à dire, et j'ai des courriers qui sont en préparation pour dire que non, c'est pas 54 millions. Non, on n'a pas pris en compte les 29 millions dus aux EPCI d'outre-mer qui ne sont pas reversés aux autres PCI d'outre-mer dans le cadre du droit commun. Plus d'argent venant de l'État. Donc pas plus d'argent venant de l'État. Donc je ne vois pas pourquoi la CACEM serait considérée par l'ensemble français comme étant plus riche que la communauté d'agglomération de Marseille, qui perçoit du reversement du fonds intercommunal de compensation des EPCI et pas la CACEM. C'est ça que ça veut dire. C'est pas plus d'argent venant de l'État. Je ne demande pas plus d'argent. Je demande que les choses soient équitables. Je demande qu'on ne traite pas des situations différentes de la même façon. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, il y a un certain nombre, parce que je ne fais pas de langue de bois,
il y a un certain nombre d'efforts de gestion qui ont été entrepris, qui se poursuivent au sein de la collectivité, qui doivent permettre de revenir à l'équilibre. Il y a un accompagnement qui doit être mis en place. Il semblerait même et donc, que plusieurs de vos opposants reconnaissent que vous êtes en train comment on dit, de serrer la vis. Je ne dirais pas autre chose. Non, je ne serre pas la vis. Je cherche à ramener de l'efficacité dans la dépense. Je travaille également à changer la relation que l'on a dans les collectivités à la recette et à la dépense. On a une culture de la dépense et on a une absence de culture des recettes. Beaucoup moins de culture de la recette. Donc il faut changer tout ça. Et je mène ce travail-là. Après, les Fouillalaises et les Fouillalais jugeront du travail qui est réalisé et prendront leurs décisions. Question de Mike. Est-ce que ça Mais avant, je ne vais pas aller raconter aux gens que non, la ville n'a pas de déficit, non, il n'y a pas de problème d'argent, non, tout va bien. C'est pas possible, je ne vais pas dire ça aux gens. Ça n'a pas l'air de vous donner mal au ventre. Hein. Vous êtes tranquille. Et c'est quand même totalement inédit, hein, cette situation. Bon, voilà, c'est totalement inédit. On verra tout à l'heure si vous êtes si tranquille que ça. Mais il y a encore d'autres choses. Il reste encore quelques minutes. Alors, est-ce que ce que vous décrivez comme des impératifs, notamment de maîtriser le poste des dépenses, est-ce que ça vous a été fortement conseillé, on va dire, pour le coup, je vais être politiquement correct, une fois n'est pas coutume, par le gouvernement et les ministères concernés, parce qu'on sait qu'en janvier dernier, vous vous étiez rendu notamment au ministère des Outre-mer, et à l'issue d'une réunion avec la ministre Annick Girardin, vous aviez rendu compte sur les médias d'un plan de travail qui avait été lancé, je crois. Qu'en est-il aujourd'hui, plusieurs mois après, de l'état de ce plan? Comment ça avance cette relation partenariale et de confiance, je vous cite, avec le gouvernement. Et de transparence. Et de transparence, absolument. Avec le gouvernement et avec j'ai eu l'occasion d'y retourner à plusieurs reprises, de rencontrer le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, de rencontrer le cabinet de Sébastien Lecornu qui s'occupe des collectivités, de façon à ce qu'on partage déjà, on va dire, la photographie, la réalité de la situation, des problèmes qui se posent et les modalités des correctifs qui peuvent être apportés, avec évidemment une part de l'État, un accompagnement de l'État, mais aussi un certain nombre d'efforts de la collectivité. La part de l'État est actée là. On va continuer à travailler d'ici à la fin de l'année pour finaliser ce plan d'accompagnement et pour signer quelque chose. Les efforts de gestion, les efforts d'économie sont demandés par l'État, oui, mais sont déjà mis en œuvre. On a déjà dans la collectivité, j'ai déjà mis en œuvre un certain nombre de mesures, un certain nombre de politiques de façon à maîtriser cette dépense, de façon aussi à améliorer la recette. On a renégocié par exemple des délégations de services publics, notamment celle de la Joyau, sur laquelle la ville, c'est un équipement municipal, je rappelle, le crématorium, et la ville ne percevait aucune recette sur la Joyau, ni sur les crémations, ni sur les salons de veillée. Donc on a renégocié cette DSP de façon à ce qu'elle rapporte de l'argent à la collectivité. Donc on a maîtrisé nos charges à caractère général, nos frais financiers, etc. Bref, on a une diminution régulière de notre personnel, parce que j'entends souvent dire ouais vous embauchez, même le gouvernement me dit ouais vous embauchez de façon électorale. Mais de quoi on me parle? 2863 agents au début de la mandature, 2560 agents au moment où nous parlons. Donc il y a bien une diminution de l'effectif. En 2001 on était aux alentours de 4000, c'est ça? Voilà, on était aux alentours de 3881. Donc il y a bien des efforts qui sont faits. Le gouvernement, ce qu'il attend, c'est qu'on mette en place un certain nombre d'efforts de gestion, de rigueur, et ça me paraît légitime. Et qu'en face, il puisse, lui, accompagner les efforts qui sont faits. Vous savez que vous avez employé le mot rigueur. Dans cette période vous assumez le mot. Oui, je fais preuve de rigueur, et je cherche à faire preuve de rigueur dans l'ensemble des opérations pour permettre de fournir un service public de qualité à ceux qui en ont besoin. À mon avis, on va vous décrocher une médaille parce que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je me dis la chose suivante. Mike appuie sur un bouton qui est extrêmement intéressant, mais juste à côté, il y a un autre petit bouton qui est cohérent. C'est vous négociez pied à pied et de manière totalement inédite pour Fort-de-France avec un gouvernement qui est pas forcément facile, ok? Et puis vous avez deux parlementaires
PPM, qui, de manière régulière, flingue le gouvernement. Vous êtes un magicien, comment vous faites? Il vous complique pas la tâche, objectivement, dans votre relation au pouvoir. Parce que je peux vous donner la liste des flingages, parce que... Oui, mais quand vous arrivez, non. comment vous faites? Ben, je discute avec mes interlocuteurs, je travaille avec eux et lorsque je ne suis pas d'accord, je dis que je suis pas d'accord, mais je fais la différence et je différencie. Ce que vous appelez vos interlocuteurs, c'est bien les membres du gouvernement. Oui, mais c'est les deux parlementaires en question. C'est Mme Girardin, c'est Monsieur Lecornu, oui, c'est Monsieur mais les deux parlementaires en question, est-ce que vous leur dites de temps en temps, et les frères Molly, parce que moi la cascavelle, quoi. Mais les deux parlementaires. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les deux parlementaires, lorsqu'ils flinguent le gouvernement, comme vous dites, ils ne flinguent pas le gouvernement. Ah non, mais ils ont raison. Ils ont probablement raison. À tort et à travers. Non, ils ont raison, mais moi je parle de cohérence globale. Ils expriment leur désaccord sur un certain nombre de mesures et de propositions du gouvernement. Je vous le répète, c'est parfaitement légitime. Je vous le répète, Mike et moi, on a observé les séquences de flingage, ils ont raison. Ok, ils ont raison. Par contre, vous êtes au four et au moulin, et puis il y a des mecs qui tirent sur les gens avec lesquels vous négociez. Oui. Est-ce que c'est facile? C'est tout ce qu'on vous demande. Est-ce que c'est facile? D'une façon générale, la tâche n'est pas facile. Hein. Il faut pas se faire d'illusions. On s'en doutait. Il faut pas croire. Oui, mais la tâche n'est pas facile. Maintenant, nous sommes sur des champs différents. Nous travaillons au redressement des comptes de la collectivité, à l'accompagnement de l'État sur ce redressement des comptes de la collectivité. Nous travaillons aussi, et je travaille beaucoup, à faire reconnaître qu'il y a un problème structurel de financement des collectivités. De la même façon, je travaille avec la Caisse des dépôts et consignations. J'ai reçu cette semaine le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Je travaille avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine pour faire financer... Serge Letchimy avait déjà, vous vous rappelez, il avait déjà souligné ça, il avait proposé une taxation spécifique. Donc c'est... Sur les charges de centralité, ça c'est une problématique qui jusqu'à maintenant n'est pas prise en compte. Donc je travaille avec l'ensemble des interlocuteurs qui sont en capacité d'apporter leur contribution au plan général permettant de financer correctement la ville en particulier. On a compris que c'est compliqué et qu'il y a peut-être des gens qui devraient davantage vous aider. Mais les deux parlementaires auxquels vous faites allusion, qui sont les deux parlementaires du Parti progressiste martiniquais, m'accompagnent dans cette démarche-là. Absolument. Et contrairement à ce que vous pensez, non seulement m'accompagnent dans cette démarche-là, mais m'accompagnent également dans mes discussions et dans mon dialogue avec les vous savez que nous, on ne pense rien. C'est-à-dire que votre appartenance PPM, clairement, c'est pas, comme on dit familièrement, c'est pas un souci pour vos interlocuteurs gouvernementaux. En tout cas, mes interlocuteurs gouvernementaux ne me parlent pas de mon appartenance PPM dans les discussions que nous avons. Juste une parenthèse, parce que j'ai le sentiment, peut-être à tort, que c'est un petit peu passé inaperçu l'année dernière. Alors, vous êtes enseignant, vous êtes toujours enseignant? Oui, mon statut c'est enseignant, je n'enseigne pas. Maire de Fort-de-France, évidemment, mais aussi chevalier de la Légion d'honneur depuis l'année dernière. Ça vous fait rire? Avec des scoops. Il y a des scoops toutes les deux Parce que ça a été médiatisé, évidemment. J'ai vérifié sur les différents médias de Martinique, mais j'ai l'impression que c'est un peu passé sous les radars, comme on dit. Pourquoi vous avez accepté cette promotion ultime de la République française? Oui, c'est une promotion, c'est comme ça que ça s'appelle. Non, j'ai pas employé le bon mot. Je ne sais pas. Ah bon, vous savez pas? Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. C'est une reconnaissance. C'est pour ça que je dis je ne sais pas. C'est comme ça que ça s'appelle, la promotion 2018 de la... C'est comme quand vous avez le baccalauréat, c'est comme quand vous réussissez, c'est une promotion. C'est-à-dire ce sont les personnes qui sont récipiendaires, en l'occurrence, de la Légion d'honneur ou de ceux qui ont réussi. C'est le groupe. Voilà, c'est pas une promotion au sens élévation. Non, mais la question que Mike évite de vous poser, c'est pourquoi vous n'avez pas fait une grande fête, quoi. Pour le moment. Pourquoi je ferai une grande fête? Non, mais d'habitude, les gens qui ont la Légion d'honneur évitent leurs potes. Hésiter à quoi? À accepter cette... Alors, vous voulez savoir comment ça s'est passé? Oui, s'il vous plaît. Déjà, est-ce que vous l'avez accepté?
Ça veut dire quoi, l'accepter? Non, tu l'as regardé. Non, mais attends, mais c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous l'a accroché Non, là? pas encore. Ça veut Pas dire... encore, donc Non, la fête n'a pas encore eu lieu. Non, mais il y a pas Vous allez nous inviter? Absolument, je vais vous inviter tous les deux. On fera des photos. Voilà. Comment ça s'est passé? Ah, tiens. Ben oui, mon cabinet a été contacté pour fournir un certain nombre d'éléments d'information. Donc on m'a demandé ces éléments d'information et j'ai dit non, Ok. j'ai pas d'éléments d'information à fournir. Vous n'avez rien donné? Voilà, je n'ai rien à donner, ça ne m'intéresse pas. Ça, Donc vous avez précisé pourquoi quand on vous a demandé les éléments d'information? Non, Vous êtes- pas directement. Ok. On m'a dit oui, c'est pour une histoire de. C'était le renseignement général. Voilà, la ministre souhaite que. Non, Donc ça c'était un peu ça m'intéresse pas. mystérieux. Bon, Ok. C'est pas mon problème. D'accord. Ok. Ensuite. Non, puisque ouais. vous voulez savoir, je Mais vais je vous veux dire. savoir. On n'est pas les seuls à vouloir savoir, mais vous savez ça? Je vais donc au défilé du 14 juillet. À Fort-de-France? de l'année en question, oui, à Fort-de-France, sur le Malécon. Et là, un certain nombre de personnes m'interpellent, me félicitent. De quoi? J'ai raté un épisode. Et je regarde mon téléphone, je vois, ah oui, effectivement, j'ai raté un épisode. Voilà, il y a un décret qui a été pris, etc. Voilà. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous en faites? Oui. Déjà, ça vous a fait quoi? Vous avez appris ça avec surprise, joie, oui. satisfaction? Avec surprise et avec une interrogation. Et puis finalement, bon. Vous avez dit pourquoi pas? Non, et puis finalement, je me dis, si c'est une reconnaissance du travail qui est effectué, si finalement, pourquoi pas, puisque au final, vous êtes français, non? Comme a eu l'occasion de le souligner le président d'honneur du Parti progressiste martiniquais, Rodolphe Désiré, avec qui j'en ai discuté d'ailleurs. Qui a été promu exactement en même temps, oui, en juillet 2018. Oui, le même jour, sur notre contingent, mais le même jour, qui me dit, mais il y a des étrangers qui ont eu la Légion d'honneur française, donc c'est quoi ton problème? Mais vous aviez un problème? Non, pas du tout. Ouais. Et pourquoi il vous dit c'est quoi ton J'en ai problème? discuté avec lui parce que D'accord. je Mais on a l'impression- considère Rodolphe comme Désiré, discuté, en l'occurrence, comme un aîné, Ouais. et comme Un modèle. Quand vous dites un repère. un pilier, quoi, un référent. Quand je dis un repère, c'est vraiment au sens repère Ouais. du terme, c'est-à-dire un des repères Un jalon. du Parti progressiste martiniquais et de la pensée autonomiste. Et Rodolphe est un des rares hommes politiques, et ça m'a toujours interpellé, je respecte ça, un des rares hommes politiques à avoir fait de la prison pour ses idées. Absolument. Oui, À il y en a- aucun moment vous n'avez hésité à accepter ou refuser. Mais en fait, enfin, accepter en l'occurrence cette distinction, quoi. En fait, Parce que vous savez qu'il y en a qui ont refusé. Il y en a qui ont dit, moi je veux pas de votre médaille, je vous la remets. l'acceptation, elle est dans la fête à laquelle il va, je pense. Ah d'accord, donc vous êtes entre deux chaises, c'est ni accepter... Bon. Non, tant que vous n'avez pas... Tant qu'on vous l'a pas accroché. Tant que vous n'avez pas organisé cette cérémonie De remise. de la médaille, je ne sais pas si c'est une médaille d'ailleurs, c'est tant une que vous n'avez c'est pas une forme de organisé médaille. cette cérémonie-là, vous n'êtes pas... Ah, ok. Donc vous n'avez pas de date pour nous. Parce que bon, Vous avez Mike pas et moi, l'air- on cherche, non, on ça cherche. fait pas... mais- On cherche un plan. On cherche un plan. Très honnêtement, ça ne fait pas partie de mes préoccupations immédiates. Vous allez nous en parler. On arrive au cœur du sujet. Vous avez Ah mis bon, le tout temps. ça c'est de la périphérie, bien évidemment, mais ça intéresse quand même vos électeurs. Il y a des élections qui arrivent. Beaucoup de gens sont intéressés, évidemment, comme d'habitude, en sachant que la dernière fois, vous n'aviez pas beaucoup de concurrents. Si. Bon, il n'y en avait pas des masses. Hein. On a regardé l'historique. D'habitude, il y en a davantage, mais il y en avait quelques-uns. Aujourd'hui, vous êtes serein à la veille d'une bataille, malgré tout, parce que ça reste une bataille politique. Est-ce que vous êtes serein? Oui, pourquoi je ne le serais pas? Ben, on vient de lister toute une série de trucs. mais- Enfin, il y a des gens qui, à votre place, seraient un peu moins sereins. Non, je suis serein à la veille de cette bataille électorale. C'est un combat, au sens où on l'entend. C'est la rencontre avec la population. C'est le moment d'expliquer ce qu'on a fait, C'est le d'expliquer bilan. ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire, etc. C'est un moment particulier. Il faut l'aborder avec détermination, avec confiance et avec sérénité. On reste dans le sujet, bien évidemment, mais vous avez été élu en 2014. À partir de quelle année ou de quel moment
vous vous êtes dit, ça y est, vous vous êtes senti pleinement maire de Fort-de-France? Enfin, si ce moment est arrivé, je sais pas, peut-être que j'ai envie de La Il faut arriver. le cynisme absolu de Mike Irask. J'ai envie de répondre à Mike Irask le 29 mars 2014. Le soir même. Non. Ah bon, pardon, je vous laisse poursuivre. Le 29, c'est le jour de l'investiture. Voilà, le jour de l'investiture. Et si vous voulez savoir, après la cérémonie d'investiture, etc., très formelle et tout ça, là, lorsque Raymond, c'est Augustin, le maire qui me précédait, me remet les clés du bureau, la Marianne, et il me dit c'est la Marianne de Césaire. Et donc il me remet ça, que je descends et que je rentre dans le bureau. Et d'ailleurs, il y avait un foot immense, à la dimension de la carrure de Raymond, sur lequel je flottais un peu. Ouais. Et donc, je me suis dit, oups, là, c'est bien ça. Ok, là, on comprend vraiment pleinement. On prend pleinement la mesure de ce qui se passe. Le poids de la touche. Et les clameurs des campagnes électorales, le rythme, parce que la campagne électorale, c'est un moment particulier. Et donc, tout ça s'arrête. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre en main les affaires de la collectivité. Et, voilà. Mais dans le même ordre d'idée, est-ce que vous avez le sentiment, très objectivement encore, que beaucoup de Foyalais, ça y est, voient Didier Laguerre comme le maire de Fort-de-France? Il faut leur poser la question. Ça va être compliqué quand même de solliciter des milliers il de faut leur Foyalais. poser la question, mais Dimarage aussi Faut un sondage. et Dimarage aussi faire ça, solliciter des milliers de personnes. Mais peut-être l'a-t-il déjà fait, non? Voilà. Ce que je peux dire, c'est que pendant un certain temps, et c'est une réalité, ça se voit dans l'interaction que vous avez avec les gens. Les gens se demandent un peu, Est-ce que vous êtes vraiment le maire? comment ça va se passer et comment il va, parce que on appelle, y compris jusqu'à maintenant, un petit jeune. Le jeune maire de Fort-de-France. Je suis considéré comme le jeune maire de Fort-de-France. À 54 ans bientôt. Non, parce que vous ne les faites pas. C'est comme j'ai l'habitude de dire, un jeune de plus de 50 ans. En fait, des maires qui ont 54 ans en Martinique, il n'y en a pas des masses. Bon. Et donc à partir d'un certain moment, j'ai senti, alors je ne pouvais pas vous dire ça s'est passé tel jour, le 28 à telle heure. mars à telle heure, mais à partir d'un certain moment, vous sentez le regard et l'interaction des gens changer parce que ils ont une autre vision, un autre regard et peut-être moins d'inquiétude, de méfiance par rapport au fait que ils aient choisi un maire jeune pour diriger la collectivité et la plus grande ville de la Martinique. Vous vous rappelez que je vous avais un peu taquiné à l'époque où j'avais demandé c'est qui le maire? Est-ce que c'est Dario Rangassamy ou est-ce que c'est vous? Oui, je me souviens de ça. Vous vous souvenez de ça? Aujourd'hui, à l'époque, vous aviez souri, vous aviez éclaté de rire pendant au moins 30 secondes. Est-ce que là, vous ne le faites pas? Donc, non, parce qu'il y a plus d'effet de surprise. Mais bon, vous savez, quand vous avez un directeur de cabinet, c'est un pilier chez vous quand même. Vous savez, oui, c'est un pilier parce qu'on a une relation personnelle forte. Parce qu'on a une conception, une vision de l'action qu'on a à mener collectivement. Parce qu'il y a le maire, l'équipe municipale, l'administration municipale, mais il y a aussi le cabinet qui est là pour accompagner la mise en œuvre de ces politiques. Est-ce qu'on peut dire que Dario Rangassamy a joué un rôle important dans l'appréhension que vous avez eue des problématiques globales de Fort-de-France? Est-ce que... Je rappelle que c'était mon directeur de campagne. Oui, bien évidemment, mais la campagne... qu'il était déjà directeur de cabinet. Oui, mais justement, mais pas de vous. Au préalable. Mais pas de vous. Voilà. C'est pour ça que je vous pose la question sur son rôle. Il a une bonne connaissance et une bonne compréhension, mais mon directeur de cabinet, Dario Rangassamy, a joué un rôle important dans l'appréhension des problèmes. Les directeurs généraux et généraux adjoints de la collectivité également, sur un autre plan. Les agents de la collectivité aussi ont joué un rôle dans l'appréhension des problèmes et la relation que j'ai avec les Foyalaises et les Foyalais, les gens dans la rue, tout ça joue un rôle dans la perception que vous avez. Et puis il y a votre propre vécu, votre propre personnalité qui joue un rôle dans l'appréhension des problèmes de la collectivité. Est-ce que quelqu'un comme Serge Letchimy a joué un rôle central également? Absolument.
Absolument, Serge Letchimy aussi a joué un rôle central parce que j'ai une proximité avec Serge Letchimy. Il a été, et je rappelle, puisque vous me suivez depuis 2001, donc vous savez qu'avant d'être élu à Fort-de-France, en 2008, j'ai l'habitude de dire, j'ai coutume d'appeler ça, j'ai été le bénévole, et j'ai travaillé bénévolement pour l'équipe municipale de Foyalès de 2001 à 2008 en venant donner un coup de main pour permettre à cette équipe-là d'atteindre ses objectifs. Donc oui, j'ai une très forte proximité avec Serge Letchimy. On sait que vous êtes un soldat de Serge Letchimy. Il a joué un rôle important dans l'appréhension de par son expérience d'élu, son expérience d'homme politique d'une façon générale. Il joue un rôle important dans mon appréhension des problématiques de la ville. Vous l'avez consulté pour remettre en jeu votre mandat? Non, pas du tout, non. Est-ce qu'on peut remettre en jeu? Je ne remets pas en jeu mon mandat. Vous mettez ça sur la table et vous dites on y va. Non, je ne mets pas ça sur la table et je dis on y va. La démocratie, l'organisation de la démocratie fait que le mandat expire au bout de 6 ans. Oui. Donc la question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que je l'ai consulté comme d'autres pour revenir, pour être à nouveau candidat? Mais c'est la question que je vous pose. J'ai fait le choix personnellement d'être à nouveau candidat. Tout simplement. Et qui est-ce qui, dans l'équipe, vous a dit tu devrais arrêter, c'est bon, tu es fatigué, ne fais pas comme les autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit ça? Non. Tout le monde vous a dit, allez Didier, vas-y, fonce. Parce que je me suis laissé dire qu'à un moment, alors peut-être que... Non, mais vous réfléchissez, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Oui. Je me suis laissé dire qu'à un moment, et d'ailleurs vous me l'aviez avoué lors d'un entretien, il y a eu des moments lors du premier mandat où vous étiez... Lors du premier mandat? Mais c'est le premier mandat. Oui. Au cours de votre premier mandat, qui s'achève là. Au cours de votre premier mandat, il y a eu des moments où vous êtes posé des questions, vous étiez un peu fatigué de tout ça, parce qu'effectivement, les difficultés... Bon, est-ce qu'il y a eu un moment de doute? Mais bien sûr. Pourquoi Non, vous savez qu'il y a des gens qui ne doutent pas. Balkany, il ne doute pas. Il continue à ne pas douter. Donc, vous savez, il y a plein d'exemples de types qui ne doutent jamais. qui manquent probablement d'humilité. Mais vous... La comparaison avec... Non, je parlais des gens qui manquent d'humilité. Des gens qui manquent d'humilité. Vous n'êtes pas comme ça. Donc, vous doutez. Oui, j'ai eu des moments de doute. Vu la tâche, vu l'ampleur des problématiques, etc. Oui, vous avez des moments où... Et est-ce que ces moments de doute c'est plus compliqué à réfléchir, à éventuellement raccrocher, ou pas du tout? Non, lorsque j'ai eu des moments comme ça, des moments de doute, des moments, vous encaissez les coups, quoi. Ouais. Et vous encaissez le choc. En général, le lendemain matin... Après une bonne nuit de sommeil. une courte nuit de sommeil. Et parfois même, vous cherchez le sommeil dans la nuit. Le lendemain matin, je repars encore plus motivé, encore plus déterminé. Question de Makirosk. Puisqu'on parlait de lui, là, il y a encore quelques secondes, est-ce que le score de Serge Letchimy pour son deuxième mandat, donc aux élections de 2008, il avait eu plus de 23 000 voix. Oui, 23 000 sur 29. 85%. Le fait que vous connaissiez ce chiffre par cœur m'intéresse beaucoup pour la suite de ma question. Merci beaucoup, Didier. Ça doit être un objectif. Merci. Est-ce que ce chiffre est affiché au-dessus de votre bureau? Vous devriez le prendre en tant que conseiller communication. De votre bureau? Non. Est-ce que ça, blague à part, est-ce que ça crée une pression? Parce que vous avez fait la moitié en 2014. Voilà. En fait, il n'ose pas le dire. Vous avez fait la moitié. J'allais le dire. Non, ça ne. On vous l'a souvent rappelé, peut-être trop d'ailleurs. En 2014, vous êtes passé à 470 voix d'un second tour potentiel. Vous avez récolté. Vous avez eu 12 839 voix. Donc, est-ce que le score de Letchimy en 2008, pour son deuxième mandat, ça crée une pression sur vos épaules? Non. Pourquoi je connais ce score aussi bien? Parce que vous oubliez une chose. J'ai été secrétaire général du Parti progressiste martiniquais pendant 9 ans. Je ne l'oublie pas. J'ai donc beaucoup travaillé aux stratégies de campagne
à l'analyse des résultats, des chiffres, de l'évolution de ces chiffres, etc. Et c'est pour ça que je connaissais c'est le score le plus élevé qui a été réalisé à Fort-de-France. J'ai donc analysé, puisque vous voulez savoir, j'ai analysé la constitution, la répartition de ce score. Et c'est comme ça que je le connais assez bien. Non, ça ne me crée pas de pression particulière. Oui, j'ai travaillé depuis bientôt 6 ans à la gestion de la collectivité et à l'amélioration de la performance des politiques que nous mettons en œuvre sous tous les plans. Je vais travailler, j'ai commencé, dans les mois qui viennent à la campagne électorale avec un objectif, c'est être réélu maire de Fort-de-France, donc gagner à nouveau la confiance des Foyalaises et des Foyalais sur le bilan de ce qui a été fait et sur la base du programme et du projet qui va leur être présenté. Et je vais travailler à obtenir la plus large confiance possible, donc le meilleur score possible. Maintenant, je ne me compare pas à Serge Letchimy. Je ne compare pas les résultats que j'obtiens à ceux de Serge Letchimy parce que les époques sont différentes, les contextes sont différents, les trajectoires sont différentes. Et donc, ce qui est important, c'est d'obtenir la plus large confiance possible pour le maire de Fort-de-France, pour le Parti progressiste martiniquais. Donc, si vous atteignez ce score que vous connaissez par cœur, ce serait quand même bienvenu. Oui, ce serait bienvenu. Voir le dépasser, qui sait. Non, ok. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut rappeler que c'est un record historique. Oui, j'ai dit c'est le score le plus important qui ait jamais été fait à Fort-de-France, y compris par Aimé Césaire. D'accord ? Y compris par Aimé Césaire. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. Il y a eu un contexte particulier, il y a une dynamique qui a été mise en place. Il y avait un contexte, je rappelle qu'on était dans une période difficile pour le Parti progressiste martiniquais. Oui. Il y a eu un divorce il y a quelques mois avant, d'une scission, une opposition assez forte avec l'issue, le fruit de la scission, et donc un contexte particulier. Maintenant, ça reste un repère, une référence, ce score. Pour nous, à Fort-de-France. En termes de bilan, vous avez employé le mot. De quoi vous êtes le plus satisfait, voire peut-être fier 6 ans après, enfin bientôt 6 ans. Il y a tellement de choses dans ce bilan qu'on a commencé. Une réponse bien prévisible. Non, mais c'est une réalité. Il y a tellement de choses qui ont été réalisées. De toute façon, vous vous attendez à la question inverse tout à l'heure. Sur les différents axes. Il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qui n'est pas de la réalisation. J'ai fait un pont, une route, un machin, etc. Non, c'est la démarche de co-construction, la démarche de dialogue qui est initiée, qui est renforcée dans les quartiers avec les forces vives, les associations, les acteurs des quartiers, et cette démocratie participative qu'on renforce, qu'on structure, qu'on organise sur Fort-de-France pour faire en sorte que, on revient à ce que je disais tout à l'heure au début, on n'est pas simplement dans l'administration d'un groupe. Chacun doit prendre conscience de sa participation à ce groupe et doit apporter sa pierre à la construction de ce groupe et donc à la construction des projets. Donc la mise en place des conseils foyalais qui permettent d'associer, d'impliquer les acteurs des quartiers sur les problématiques de leur quartier, le devenir de leur quartier. Ça n'a pas été... c'est pas allé tout seul, hein, quand on a eu l'occasion d'adopter le règlement de ces conseils foyalais en conseil municipal. Je dis ça presque systématiquement avec un peu de malice. Les membres de la majorité, d'abord on va commencer par la majorité, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu vas mettre l'opposition dans nos affaires? Pourquoi tu veux faire ça? Y compris au conseil municipal, hein. Et les membres de l'opposition qui me disent c'est quoi ce truc-là, vous voulez créer des balisiers bis à partir de la municipalité pour financer le PPM, etc. C'est quoi ça, hein? J'arrive à répondre à tout le monde, voilà, vous êtes tous d'avis qu'au final la majorité comme l'opposition aura la possibilité de s'exprimer, parce qu'au fond c'est pas une affaire politicienne, c'est juste une affaire qui doit permettre aux membres, aux habitants des quartiers de faire valoir leur expertise d'usage et de pouvoir s'impliquer concrètement dans la vie de la cité et donc la construction de leur environnement collectif. Et ça, ouais, pour moi, ça c'était pas gagné d'avance. Et c'est d'ailleurs
toujours pas gagné sur le plan de la mise en œuvre administrative et de l'administration qui, là, on a encore du travail à faire pour faire passer ces notions de partage de la responsabilité, du pouvoir de décision, quelque part, par l'administration, pour que les Fouillalaises et les Fouillalais soient davantage acteurs du devenir de leur cité. Eddie. Et si on va un peu plus loin, le regret absolu... le regret absolu, je crois que l'ensemble des cadres supérieurs de la ville connaissent ce regret absolu. Hein. Et ce serait quoi? C'est la passerelle du Pont-Viard. Aïe. Oui, et vous savez de quoi je parle. Oui, tout à fait. La passerelle du Pont-Viard qu'on a dû fermer. Parce que danger, problème de sécurité et risque de chute. Il y a quand même quelques mètres de dénivelé entre la passerelle et la surface de l'eau, et pas très profond. Donc on a dû fermer cette passerelle. Et j'ai dit, je reconstruis la passerelle. Et j'ai dû la sortir du budget, 3 exercices budgétaires. Successifs. Et ça, pour moi, c'est un problème. Et les dames et les messieurs qui passaient sur cette passerelle régulièrement sont amenés à faire le tour ou à faire le tour. Vous avez une bonne nouvelle pour eux, ce qui pose problème. Non. Là, vous prenez plus de risques. Là, je suis vacciné. Donc non, je n'annoncerai rien concernant cette passerelle. Mais pour moi, ça fait partie des regrets. Et puis tout le travail qu'il y a à faire et le fait parce qu'on parle de regret, hein, de n'avoir pas réussi encore, parce que vous ne désespérez pas. Et je ne lâche pas, de n'avoir pas encore réussi à faire admettre que la problématique du traitement, de la prise en charge des errants sur le territoire de Fort-de-France, on en dénombre plusieurs centaines. Il y a plus de 350 errants identifiés, répertoriés par la ville. La prise en charge de ces humains, parce qu'on parle d'errants, on parle de jumpy, mais ce sont des gens qui vivent une déchéance humaine et ne pas avoir réussi à faire en sorte que cette prise en charge ne se limite pas à la ville de Fort-de-France. Qu'elle soit partagée. Qu'elle soit partagée par l'État qui entend et qui est prêt à accompagner, mais qu'elle soit partagée par les EPCI, par l'ensemble du territoire martiniquais, que nous soyons en capacité. Je n'ai pas encore réussi à faire passer ce message et à faire admettre que nous devons tous collectivement prendre en charge nos enfants. Même si vous avez des errants qui sont plus âgés que moi, nous devons prendre en charge nos enfants pour leur redonner leur dignité, leur redonner leur humanité. Et ça, pour moi, et chaque fois que j'en vois, je me dis, ça, on a encore un vrai boulot à faire. C'est quand même grave ce que vous dites en filigrane. C'est-à-dire que pour corrigez-moi si je me trompe, mais vous êtes heurté au refus des dirigeants des EPCI de vous accompagner sur des problématiques aussi fondamentales. Vous heurtez, il y a plusieurs façons de refuser. Certes. Voilà. C'est pas très compliqué. Lorsque vous interpellez, lorsque vous sollicitez qu'on se mette ensemble pour voir comment collectivement on traite la problématique, les courriers n'arrivent jamais. Ouais, certains silences et délais peuvent être considérés comme des refus. Non, ne peuvent pas être des refus. Lorsque vous interpellez, lorsque vos services interpellent directement le CCS d'une commune, parce qu'on a fait un travail d'identification, d'accompagnement, de soins, d'une personne pour la réinsérer et qu'il arrive un moment dans le parcours, il faut extraire cette personne du contexte fouillalais. Parce qu'au fond, ils viennent chercher au centre-ville de Fort-de-France de quoi manger, de quoi se droguer. Donc à un moment donné, quand vous êtes arrivé à une certaine étape, il faut pouvoir les extraire. Et quand les services qui s'occupent de ces problématiques-là interpellent telle ou telle commune pour avoir un relogement, pour permettre à cette personne de revenir dans sa commune d'origine, de changer d'environnement et donc d'avoir de meilleures chances de réinsertion et de sortie, et que vous avez des refus ou vous n'avez pas de réponse, oui, vous avez une problématique dans le partage de cette difficulté que la ville porte. Pas que depuis que je suis maire, qu'elle porte avant. Je rappelle que c'est la ville qui a acheté le bâtiment, qui a mis à la disposition de l'Assise pour pouvoir réaliser un hôtel social. Donc oui, on a cette problématique-là, et je considère oui que
moi, ça m'interpelle et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on aboutisse absolument parce que, je le répète, ce sont des femmes et des hommes qui sont En souffrance. en souffrance, ouais. Si vous êtes élu, ce sera l'un de vos chantiers prioritaires. On arrive à la fin de cette émission. On a un petit moment exotique Là, je suis inquiet. Non, au contraire, vous devriez souffler maintenant. C'est fini. De lien avec la culture. Et on commence d'abord par Mike Kerasque et la une d'Antilla. Absolument, le traditionnel clin d'œil à la une d'Antilla de cette semaine, où j'ai eu le plaisir d'échanger avec des dessins pris. On parlait de Pilier tout à l'heure, qui est un référent culturel et un de nos plus grands artistes à la fois par la carrière et le talent, et qui m'a reçu avec beaucoup d'amabilité chez sa maman, qu'on voit en une à ses côtés. Et voilà, on a évidemment parlé de sa longue carrière qui est toujours en cours, et de ses projets, de son parcours, de sa vision du pays Martinique. Et on a même parlé de votre clip et chanteur préféré. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Vous connaissez mon chanteur préféré? C'est qui, vous voulez connaître mon chanteur préféré? Oui, s'il vous plaît. C'est qui votre chanteur Mon préféré? chanteur préféré, c'est Bob Marley. Bob Marley. Très bien. Ben, C'est pas le plus mauvais choix, c'est vrai. oui. Ouais, au moins, on a des choses en commun. Et mon musicien préféré, c'est Miles Davis. Vous savez que le générique de cette émission, c'est Miles J'ai Davis. noté. Alors, mais je vais me coller une nouvelle fois avec plaisir. Les bouquins que je vous recommande. D'abord le polar, Mike Nichol. Ça s'appelle L'Agence. Alors, c'est un écrivain sud-africain. Si vous voulez savoir ce qui est devenu l'Afrique du Sud après Mandela, vous lisez ça. Notamment ce bouquin de Mike Nichol qui s'appelle L'Agence, sur, on va dire, la dure réalité de l'Afrique du Sud libérée. Parce que s'il y a bien un pays où il y a eu une explosion de la violence et de l'insécurité, et où tout est permis, autant quand l'apartheid sévissait, on était dans l'horreur des atteintes aux droits de l'homme. Là, tout est possible, hein. Tout est libéré, tous les trafics sont possibles par les trafics. Johannesburg est à côté de Fort-de-France. Fort-de-France, c'est un paradis terrestre, hein. Bon, lisez ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, le dernier livre, alors on ne l'aura pas à l'écran, je vais essayer de vous le montrer. Le dernier bouquin d'André Lucrèce, ça s'appelle Antilles, les paroles, les visages et les masques. C'est magnifique. C'est la réinterprétation du contenu de l'ensemble de la production artistique, et c'est fabuleux. Donc il faut, il est parti. Bon, c'est pas grave. Là, je vous le redonnerai la prochaine fois. Mais vous allez à la librairie antillaise et vous demandez le dernier Lucrèce et on vous le présentera. Est-ce qu'il y a un bouquin ou une œuvre littéraire plutôt ou un film que vous aimeriez recommander à vos lecteurs? Un film, il y a Zulu. Ben, on n'est pas loin. Ouais, sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui va avec une violence extrêmement forte, mais qui m'a interpellé, ouais. Ouais, le bouquin, c'est Caril Ferré, qui un bouquin extraordinaire et un film magnifique. Ouais. Qui interpelle, ouais. Qui traduit la violence actuelle. Ouais, voilà. Et puis la dérive, quoi, et la détresse humaine, encore une fois. Tout à fait. Monsieur le maire, félicitations. Pourquoi d'avoir accepté, d'avoir eu du temps pour nous et pour l'ensemble de nos amis téléspectateurs.